Joshua M., chercheur de lumière. Chapitre 8. Libération. Le divorce. Maman décide de ne plus du tout voir papa et d'enfin divorcer. Elle raconte à la voisine qu'elle est allée à la maison de Dwellan pour le lui annoncer. Il est entré dans une grande colère, il lui a acheté une chaise dessus, elle a des marques dans le dos. Je crois qu'enfin leur mariage est terminé. Je me sens tellement soulagé. C'est la rentrée, le CM2. Dès le début, je ne suis jamais très concentré. Jérémy veut aller voir papa le week-end. Maman l'y autorise. Il a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie à Quimperlé. Ses copains de Dwellan lui manquent. Papa vit avec sa nana et leur petite fille dans notre maison de famille. J'y vais 2 fois, mais je n'aime pas la nana de papa. J'arrête d'y aller. Un dimanche soir, Jérém ne rentre pas. Maman passe une nuit blanche à l'attendre. Au matin, je la vois au même endroit que le soir, quand je suis allé me coucher. Je vais à l'école très perturbé. En rentrant, je trouve maman toujours devant la table de la cuisine, ses yeux bleus dans le vide, embués. Je suis triste de la voir si désemparée. Je voudrais l'aider, mais je peux pas. Je comprends que Jérémy ne reviendra pas. Ce qui me choque, c'est cette envie de combler ce vide et de savoir que je ne pourrai pas. J'ai envie, Jérémy, de pouvoir créer cette peine à maman. Elle est si perdue sans ce fils adoré. Jérémy est un très beau fils, un vrai garçon. Il n'a pas ma féminité, mes yeux verts, il a les yeux marrons. Il n'a pas cet immense besoin d'affection, ni ce trop-plein d'émotions. Je sais que je ne suis pas à la hauteur pour le remplacer. Je m'en veux d'avoir ces pensées. La vie s'organise sans Jérémy, sans sa présence, sans ses sourires. Il n'est plus là. Sans doute gêné de son acte, il ne viendra pas en week-end nous voir, Sophia, maman et moi. Je crois que vivre loin de lui me marque profondément sans que je le ressente immédiatement. C'est mon frère et il n'est plus là. C'est pas logique. Je n'en parle pas. Jérémy, c'est mon exemple et ma moitié. Je l'ai toujours aimé. Il n'est plus là. Et ça me sert à rien de le pleurer. La nuit, je prie pour devenir chanteur, pour que maman soit heureuse, pour Sophia et Jérémy. Puis je m'endors. La nuit, je suis un autre. Je suis là-haut. Le jour, j'ai très peur en permanence. Le frigo est tout le temps vide. Maman fait des ménages, mais elle n'arrive pas à nous faire vivre correctement. Nous devons aller au restaurant du cœur, chaque semaine, prendre des colis de nourriture. Je comprends rien à l'école, dépassé par l'angoisse permanente qui grandit en moi. La peine aussi, le vide laissé par Jérémy. Un monsieur, un catholique pratiquant, propose à maman de me donner des cours de catéchèse en privé, à la maison. Il s'appelle Joseph. Il a au moins 70 ans. Il est retraité de l'enseignement catholique. Il vient à la maison régulièrement. Nous étudions les évangiles, la Bible. J'aime étudier ses livres. Joseph est très gentil, mais il ne sait pas enseigner sans toucher. Les fesses, le plus souvent, parfois devant. À chaque bonne réponse, j'ai droit à un bisou humide et gênant, ou à une tape sur les fesses. Sa main est lente et baladeuse. Je me dis que c'est normal. Ça me rappelle l'adolescent d'Aulnay. C'est un peu la même énergie dans le geste. Une énergie dont il ne faut jamais parler et que je pense avoir attirée. Je me dis que c'est ma faute. Et ma force à la fois. Ça me donne un pouvoir sur Joseph. C'est l'attention la plus élevée que je peux provoquer naturellement. Je dois l'accepter. Maman est contente qu'on s'occupe de moi à sa place. Elle ne fait toujours pas le moindre devoir avec moi, alors je ne les fais pas. Elle ne surveille jamais ce que font ces gens. Je suis souvent amené
par nos voisins témoins de Jéhovah, à ce qu'ils appellent la salle du royaume. Ils m'emmènent à leurs réunions, ils me font participer à toutes leurs fêtes et rituels sectaires. Je sais que tout cela est en marge de la normalité. Je ressens leurs pratiques comme louches, strictes, erronées et austères. Je ne crois pas dans leur Armageddon, cet apocalypse kitsch qui n'épargnera que les témoins de Jéhovah et leur donnera une vie éternelle sur terre, dans leur chair. Je trouve cela ridicule. Je ressens une supériorité de conscience en moi que je tais quand je suis parmi eux. Leur refus de la médecine générale, leur façon d'accepter les dogmes secs, que je trouve tordus, sans jamais philosopher. Ça me fait les considérer de haut. Je prends garde à ce qu'ils ne s'en aperçoivent pas, car malgré tout, ils me font passer du temps spirituel. J'adore plus que tout ce qui est spirituel. Étudier la Bible, je fais le tri moi-même. Je me sens protégé par là-haut. De toute façon, je n'ai pas peur d'Armageddon. Je sais que je viens d'un endroit lumineux, proche de Dieu. Je garde mon secret comme un envoyé spécial en mission. Je trouve une manière de tirer le meilleur du temps passé parmi eux. Lorsque cela parle d'amour, du divin, je m'en nourris, comme un élu qui reçoit directement en secret de l'énergie dont il a besoin pour vivre son destin. Lorsque je suis en désaccord, je les pense idiots et je prie. Je rentre en moi-même, je m'enfuis. J'ai la certitude de connaître la vérité mieux qu'eux, mais je ne sais pas l'exprimer clairement, je le ressens seulement. Yvette, la voisine de palier, arrive à convaincre maman de ne plus me laisser aller là-bas, ni me faire garder par ces gens-là. Maman, pour ne pas paraître indigne et laxiste, leur demande de me laisser tranquille et m'interdit de retourner parmi eux. Je sens qu'elle le fait pour son image de bonne mère vis-à-vis d'Yvette. Elle exprime tout de même le regret de devoir se passer d'une telle aubaine que les services de baby-sitter gratuits tous les mercredis. Un jour, parce que j'ai fait une connerie, bien menti, maman attrape un balai, elle me roule le cou sur le dos, les bras. Sophie me défend, à ses dépens. Je suis toujours suivi catholiquement par Joseph, qui nous aide aussi à nous alimenter, en arrivant souvent à la maison avec des colis du secours catholique. Il m'emmène aussi à l'église pour la messe du soir, parfois chez lui et sa femme, pour déjeuner le samedi midi. Je suis content de bien y manger, mais dès que la femme de Joseph a le dos tourné, il me touche les fesses à pleine main, comme on tient une boule de pétanque. Je commence à me sentir attirant, à prendre conscience du pouvoir de mon corps, de mes yeux verts sur les grands. Joseph est si obsédé par mes fesses que cela me ramène souvent au désir de l'adolescent d'Aulnay. J'imagine qu'il y a dans mon corps, mes fesses, mon visage, un pouvoir sur ceux qui aiment les garçons, comme maman avec les hommes qui aiment les femmes. Maman sort parfois le samedi soir. Elle veut trouver un amoureux, ne plus être seule et pauvre. Je la vois se préparer. Je suis fier de ce qu'elle fait pour nous, Sophia et moi. Sur ces 5 enfants, il n'y a plus que nous 2. Mais nous ne sommes pas mieux nourris pour autant. Je sais qu'elle sort pour essayer d'y remédier. Je la trouve belle quand elle s'en va. Elle me fascine avec son pouvoir de séduction. Ses yeux bleus, très maquillés, on dirait une Marilyn, avec ses cheveux blonds, platine, et sa belle poitrine. Une Marilyn de 50 ans. Sans doute sait-elle manipuler ceux qui aiment les femmes sophistiquées et sexy. Sans doute ce pouvoir est un des plus grands qui soit sur Terre. Sans doute cela l'amuse de les amener à perdre la tête sans qu'ils se rendent compte que c'est elle qui les maîtrise. Ils payent alors leur manque de discernement et leur trop plein de désirs sexuels en offrant des sorties, des restaurants, parfois avec moi. Si l'un d'eux veut voir maman régulièrement, j'entre alors en jeu. Lorsqu'elle me présente,
Je sais immédiatement que je fais partie du plan de séduction et mon rôle à jouer devant eux. Elle n'a pas besoin de me demander d'adopter une attitude séduisante d'enfant idéal, parfait, drôle, beau et spirituel. Je joue au petit ange qui n'a pas eu de chance et qui aime fort sa maman, aussi parfaite que lui. Mais les choses ne marchent pas comme maman le voudrait, et ces hommes ne font jamais que passer. En classe, je suis nul. Je comprends rien, ma tête est pleine d'autre chose que ce que je dois apprendre, pleine de peur, d'angoisse, de questions et de rêves pour les combattre. Je vais redoubler mon CM2. Je veux changer d'école. Les enfants de cette classe me mènent la vie tellement dure avec leurs insultes. Ils m'appellent tapette, tarlouse, la tantouse. Ils m'humilient tout le temps. Le professeur de CM2 est un homme dont j'ai peur. Maman accepte à ma demande. Elle me change d'école pour que je redouble tranquillement dans un nouveau cadre. L'an prochain, je cacherai ce que j'ai décelé, cette fragilité, peut-être cette féminité. Je ne veux pas être à nouveau insulté. Le 29 juin, j'ai 11 ans. L'argent manque vraiment, je ne reçois pas de cadeaux d'anniversaire. Maman a trouvé une colonie de vacances payée par le Secours catholique. Elle m'y envoie un mois entier, en me disant « Au moins là-bas, tu auras à manger ». Je pars. C'est assez loin de la maison, mais toujours en Bretagne. La colo est logée dans une école religieuse, transformée en camp de vacances pour les garçons. Il y a plein de prêtres pour s'occuper de nous. Je vois déjà venir le coup. Je sens qu'ils vont m'adorer. Je n'aime pas trop cette idée. J'aime être entouré de spiritualité, de foi. Je me dis que c'est mieux que de vivre avec des gens qui ne croient pas. Je donne sa chance à l'été. J'aime les sorties en car avec les autres. Quand nous devons écrire à nos parents, je m'applique pour faire une jolie lettre à maman. Elle me répond assez rapidement. Cela me donne un grand bonheur. Elle ne vient pas à la journée des parents, je suis trop loin, et elle n'a pas de voiture. J'observe de loin tous ces parents avec leurs enfants. C'est dur. Je fais avec ferveur chaque prière collective du matin et du soir. Je chante de ma voix que je tiens de maman. Je la fais vibrer fièrement. J'imite Nana Mouskouri en la poussant en avant pour montrer sa pureté, sa justesse. J'émeus les religieux. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Je me dis que Dieu et moi sommes bien plus proches que ce qu'on me dit ici. Je me dis que je viens de lui, qu'il est en moi, que Jésus est de ma famille, que la Vierge Marie est une marraine, une mère, une tante, une proche. Ces cantiques sont tout ce qui est proposé pour nous élever vers eux et je les chante de mon mieux, mais je garde en secret ma filiation divine. Un jour, un des enfants m'entraîne dans les toilettes. Il est assez réputé, alors je me dis que le suivre serait une opportunité pour être apprécié de lui, devenir populaire, ce que je ne suis guère. Une fois dans les toilettes, il me propose qu'on se montre nos zizi, ce que nous faisons. Après avoir vu et montré ce que nous voulions, nous sortons. Nous sommes remarqués par l'un des prêtres. Quand il me rappelle pour me demander ce que nous faisions, je ressens comme une intrusion. Il exige des détails pour me donner l'absolution. Je sais pourquoi il m'a choisi et pas l'autre garçon. Je connais cette raison. Je reconnais cette énergie. C'est du désir, de l'envie. L'autre garçon me demande ensuite ce que je lui ai dit. Je raconte avoir parlé d'un secret, que c'est pour ça qu'on s'est caché. Je lui affirme que cela suffit à calmer les soupçons du prêtre sur notre échange interdit. Dernier jour de colo. Le car qui a amené la plupart des enfants est reparti, plein à craquer. Je reste à attendre maman, une éternité.
Elle a appelé pour prévenir qu'elle venait me chercher. Je l'attends. Une longue journée. De retour à Quimperlé, je suis content de retrouver maman et Sophia. La fin de l'été est vide et ensoleillée. Rien ne se passe. Jusqu'à ce soir de début septembre, juste avant la rentrée. Il est 18h. Je suis en train de jouer derrière notre immeuble lorsque j'entends des hurlements de maman. L'angoisse que je connais m'envahit. Celle qui sommeille, prête à bondir. D'abord, je reste caché derrière l'immeuble. Ensuite, je vois papa et un homme sortir du HLM et partir en trombe dans une voiture. Celle de sa nana, je la reconnais. En montant l'escalier qui mène chez nous, j'entends maman pleurer. Ses voisines la soutiennent, choquées. Papa est venu chercher une photo, celle que maman gardait, où il montrait son zizi. Il voulait la récupérer, sans doute, pour qu'elle ne l'utilise pas pour le divorce. La chambre de maman est complètement retournée, le matelas a été jeté dans tous les coins, les vêtements de son armoire par terre. Il reste une énergie de scène de violence dans la pièce. Il a eu la photo, le négatif aussi. Maman raconte aux voisines la violence de papa, les menaces et les coups. Son copain, soi-disant flic, là pour dissuader d'appeler la police. Les négatifs de l'image, qui sont déjà chez son avocate de toute façon, Maître Toroner, à Quimper. Mon cœur est terrifié. J'ai très peur à nouveau, très peur tout le temps. Pour le divorce, il est demandé une expertise psychiatrique de la famille. Le psychiatre met maman très en colère. Il les a traités, papa et elle, d'immatures et d'inconséquents. Ça enrage maman. Les vacances sont finies, demain c'est la rentrée. J'essaye de faire le grand. Deuxième CM2, redoublement. Je me rends seul dans ma nouvelle école sans trop savoir où elle est. Je la trouve comme guidée. J'aime bien le chemin qui va de chez nous à elle. C'est une vieille école avec de hauts murs sur les hauteurs de Quimperlé. J'y chante tous les matins sur le chemin. La classe est pleine d'enfants polis, plus gentils que dans l'ancienne. Le maître est humain, sévère mais humain, sans favoritisme, ni jamais d'acharnement sur l'un d'entre nous en particulier. J'apprends mieux, je suis plus décontracté. Je suis même assez populaire dans cette classe. Les filles me trouvent beau. Je passe les récréations très seul car je suis mélancolique et pas toujours capable de jouer et de m'intégrer, mais je me sens jamais dénigré pour cette fragilité qui m'a desservi l'an passé. Je suis même invité aux anniversaires. Et mon premier amour d'enfant est dans ma classe. Elle s'appelle Sarah. Elle a des yeux bleus, une maison très jolie. Sa maman est la sœur jumelle d'une femme de Douélan, une femme que je trouvais très belle, et qui avait aussi une belle maison, deux beaux garçons. Je suis content d'être l'amoureux de leur cousine à présent. Je suis bien les leçons. Encore un peu perdu parfois, mais je donne bien le change. Je m'en sors assez bien. Surtout que je connais le programme. Un jour, on nous passe Nuit et brouillard, un film horrible sur l'histoire. Quelque chose me dit d'en parler à maman. Quand je lui dis que nous avons visionné ce film, elle me dit « Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est n'importe quoi. » Je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Rien. De toute façon, c'était... je ne sais plus. Peut-être même mérité. Un mot horrible qui me dégoûte. Un mot comme si elle devait cacher quelque chose sur elle-même. En tout cas, je n'ai plus le droit d'en parler, ni de parler des Juifs. Il y a un secret, je sais. Mais lequel? En novembre, il faut partir en classe de neige. Malgré un budget plus que serré, maman parvient à m'y envoyer. C'est un beau voyage, de nuit, en train, qui nous emmène sur le plateau d'Aubrac, où il ne neige pas,
Mais qu'importe. Nous sommes en classe de neige, sans nos parents. C'est un peu la liberté. Et nous ne nous privons pas d'en profiter. La neige absente fait que nous ne skions pas, mais de belles balades nous enchantent chaque jour. Chaudes-Aigues, les loups du Gévaudan, le pont de Gustave Eiffel. Sarah et moi sommes très amoureux. Lors de la boum de fin de séjour, nous nous embrassons en secret. Mon cœur s'affole, je pense « Je suis aimé ». Ce sentiment m'apaise, comme jamais je l'ai été. Quimperlé. Je me lève pour aller à l'école. Dans la cuisine, une amie de maman, une ancienne coiffeuse, lui fait un chignon. Maman est très belle. Elle porte son plus joli tailleur pantalon. Elle sent Chalimard, qu'elle ne met que pour les grandes occasions. Je sens que c'est une grande occasion. J'apprends le soir, en rentrant de l'école, qu'elle s'est rendue à Quimper pour divorcer devant le juge. L'avocat de papa a reproché à maman l'abandon du domicile conjugal et un manque d'implication dans la vie familiale. Maître Toronner s'est facilement sorti d'affaire grâce au témoignage de la violence de papa, ce défaite alcoolisé avec excès appuyé par la fameuse photo. Elle gagne le divorce sans problème. Le juge demande à mon père une pension alimentaire pour moi, sans en imposer une à maman pour Jérémy. Un droit de visite est autorisé si les enfants le veulent. J'irai pour voir Jérém. Vers le mois de mai, en boîte de nuit rétro, maman cherche le gros lot. Elle rencontre un homme de Quimper. Elle nous laisse souvent, Sophia et moi, qui a 17 ans, le week-end pour le passer avec lui. Cet homme semble avoir de l'argent. Maman en parle comme d'un riche paysan. C'est un veuf de 55 ans, il s'appelle Pierre. Vers la fin de l'année, elle me le présente en m'emmenant dans sa ferme. Elle porte une petite jupe rouge, droite, au-dessus du genou, des talons hauts, gris, une chemise blanche. Elle est très jolie. Je n'aime pas beaucoup ce Pierre. Il est malicieux dans l'œil. Il a le blanc de l'œil jaune. Il a l'air un peu bourru. Je pense qu'il a beaucoup bu. Maman veut que nous vivions avec lui. Je le sens. Je fais mon bon garçon, sagement. Au mois de juin, maman a trouvé un travail à Quimper. Elle vit chez Pierre. Je finis l'année scolaire gardée par Sophia, en allant à l'école, en chantant, toujours très amoureux de Sarah. Mes résultats aussi me rendent content. La sortie scolaire m'enchante. Sarah et moi ne pensons qu'à nous embrasser. J'aime bien le goût de sa salive, le rôle que je joue dans ce petit couple dont toute l'école est au courant. Nous sommes les stars, les deux amoureux, beaux et populaires. La fin de l'année scolaire. Maman veut me parler. Pierre lui propose de nous héberger le temps qu'elle trouve un appartement. Je vais devoir la suivre à Quimper. Sophia, elle ne veut pas bouger, elle restera à Quimperlé. Elle va continuer ses études dans le même lycée. Pourtant, elle n'a que 17 ans. Elle n'est qu'en première. Maman et moi partons vivre à Quimper, à la ferme de Pierre. Je suis très triste de quitter ma classe, qui rentre en 6e. Triste aussi de quitter Sarah. Le 29 juin, j'ai 12 ans. Nous partons vivre à Quimper.